acercar las ciudades patrimonio del norte de África, concretamente en este caso pues Fez y todas las demás de Marruecos, con las ciudades patrimonio mundial de España y del arco mediterráneo. En el futuro espero poder llegar a cabo este encuentro. Je ne sais pas si tout le monde parle espagnol. Il faut parler en français. No, Si tu puedes hablar ça y est, Oui, je peux parler français, mais je peux faire un peu la traduction. Ouais, je suis le chef de tourisme et patrimoine mondial de la municipalité de Cordoue et aussi le coordinateur régional de Villes Patrimoine Mondial. C'est une organisation mondiale de Villes Patrimoine Mondial. C'est là pour la région de l'Europe du Sud et de la Méditerranée. Et il y avait un intéressant projet qui déroule sur pour faire connexion entre les villes du sud d'Europe et de la nord d'Afrique. C'est un projet que nous sommes en train de faire, mais c'est une bonne opportunité pour notre lien d'amitié avec Fez. Nous sommes jumelés, Cordoue et Fez, depuis 1990, je crois. Et après, nous avons des villes patrimoine mondial. Et je crois que nous avons tous les instruments pour faire un bon travail entre nous, entre les deux orillas, je ne sais pas en français, les orilles, les rives del Mediterráneo. Bon. En español voy a presentar y bueno, excusar la asistencia de un tercer ponente que tenía que estar con nosotros hoy, don Alberto Montejo, que es el director de la ciudad califal de Medina Zahara, que también ha sido declarada Patrimonio Mundial en 2018. Il faut dire qu'il y a une personne qui n'est pas pu venir, c'est le directeur de Medina Zahara, Alberto Montejo, que je crois que dès hier a exposé la résistance pour aujourd'hui, c'est le président du tribunal constitutionnel de l'Espagne qui est en train de visiter la Medina Zahara, et c'est pour ça qu'il a exposé la résistance ici. En primer lugar, tenemos con nosotros a Fouad Sergini, director de la Fez Abogar. Y nos va a hablar yo creo que del urbanismo y del patrimonio de Fez. Y después cerrará el turno de intervenciones Amin Chachou sobre la ponencia o la intervención de la música como patrimonio cultural compartido. Yo en mi labor de moderador solamente voy a intentar moderar, pero si tenemos tiempo de debate, pues creo que también podría aportar algo, porque mi trabajo está muy relacionado con el patrimonio, con el turismo y con la música. Hablaba con Amin, que organizo en Córdoba desde hace 18 años un festival internacional de música sefardí, en el que han venido muchos músicos de Marruecos. Amin estuvo con nosotros el año pasado en otro concierto del otoño sefardí. Organizamos un programa cultural que se llama Noches de Ramadán, con un mes entero de programación cultural y patrimonial. Organizamos también otro programa cultural sobre la cultura romana, las calendas en Córdoba, y bueno, me complace anunciarles que a partir del año que viene tenemos el cuarto programa sobre la cuarta cultura que nos faltaba desarrollar, de actividades sobre música, conferencias, visitas guiadas sobre el patrimonio y la cultura de la cultura cristiana. Un programa que se va a llamar Córdoba Púrpura y que desarrollaremos durante todo el mes de febrero. Bon, on va commencer avec la présentation de Fouad Sergini et après pour Amin Chachou sur la musique et comme patrimoine culturel partagé. Ça va bien? Partagé. D'accord. Merci. Alors, je dois quand même vous donner un choix. Est-ce que je parle français? Très bien. Pour français pour tout le monde, c'est bon? Français, arabe. Pour les Espagnols qui sont là, français c'est bon? ¿Hay problema porque se haga la conferencia en francés? ¿Todo el mundo entiende el francés? Será mucho más fácil. La traduction comme ça. La traduction fait par Vous pouvez parler en français, moi je fais la traduction en espagnol.
D'accord. C'est nécessaire pour Ou de l'arabe, vous pouvez parler comme vous voulez. Moi, je passe le texte à l'espagnol. Le français, c'est bien pour tout. Si vous n'avez jamais dit, C'est plus facile pour vous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque, combien très cher pour le Maroc et l'Espagne, notamment l'Andalousie. Nous avons écouté avec grande passion les interventions qui ont précédé, la cuisine partagée, la musique partagée, la langue partagée, etc. Et aujourd'hui, l'espace partagé, c'est très important pour nous. Je tiens à dire à ce propos-là que ce produit architectural et urbain qu'il y a en partage entre l'Andalousie et le Maroc, et un petit peu vers l'Algérie, vers Tlemcen, je crois que c'est l'endroit unique au monde où il y a ce type d'architecture. On sait que les architectures se sont développées dans plusieurs régions du monde, notamment quand on parle de l'architecture musulmane ou arabe. Il y a le style, je dirais, persan, il y a le style turc, etc., il y a le style fatimide et tout ça. Mais le Maroc et l'Andalousie se sont fait leur propre modèle d'architecture. C'est très important. Donc nous avons un legs commun très riche, très spécifique, et pour lequel l'humanité a fait a eu beaucoup de convergence pour aboutir à cela. On n'oublie pas bien sûr certaines origines, certaines influences, certaines origines comme les origines omeyyades qui ont été en Andalousie dans la mosquée de Cordoue, etc. Et puis d'autres influences, je dirais, de civilisation européenne et nord-africaine. Ce qu'il y a aussi de très beau dans tout cela, c'est que, d'après ma connaissance, moi je ne suis pas historien, je parle sous les réserves de mes professeurs qui sont là, Dr Moubar, Dr Mzine et les autres, et les Espagnols aussi, les architectes, c'est que le legs, après la chute du pouvoir des musulmans en Andalousie, le legs qui a été laissé, il a été bien sûr approprié de façon très forte par les Espagnols, par les Andalousiens. Non seulement cela, mais l'architecture qui a suivi, j'espère que je ne me trompe pas, c'est une architecture qui a poursuivi ce style dans certains pays. Là, je vais parler essentiellement d'un sujet assez dynamique. C'est un petit peu on ne va pas parler que de l'histoire, mais que fait-on de cette histoire pour le futur? On va parler de la Médina de Fès, quelle approche pour sa restauration. Nous sommes ici à Cordoue, l'une des plus belles villes de l'Andalousie, à côté de Séville et de Granada et bien d'autres villes plus petites. Nous voyons l'effort qui a été fait pendant plusieurs décennies pour avoir un modèle de développement des villes historiques de telle sorte qu'on le voit aujourd'hui. Des villes, des médinas, enfin des médinas historiques valorisées, avec beaucoup d'administration, beaucoup de présence de l'État, avec beaucoup de business, etc. Ça, c'est un modèle. Aujourd'hui, dans des pays comme le Maroc, il faut dire que, bien qu'on ait commencé il y a une trentaine d'années, nous sommes toujours dans des phases de tracer ce modèle-là. On a parcouru beaucoup d'étapes, le contexte n'est pas le même, nous avons des villes très vivantes, en lien avec leur passé. Il y a les lieux de culte et de culture qui sont toujours utilisés par la population. Il y a un artisanat qui habite toujours ces médinas. Dans la Médina de Fès, on va voir 30 000 artisans qui y travaillent. C'est carrément une population, c'est carrément une ville moyenne en Europe. Donc c'est une ville très vivante avec toutes ces coutumes, toutes ces traditions qui sont exercées par la population et qui sont pratiquées par la population. Donc le garant de cette perpétuité, de cette continuité de ce legs patrimonial, c'est la population qui continue à le vivre. D'autant plus que, heureusement pour nous au Maroc, nous avons aujourd'hui une politique, je dirais, assez claire, qui est, je dirais, dirigée directement par Sa Majesté le roi Mohammed VI, concernant les villes historiques. On en recense plus d'une trentaine, et aujourd'hui, il y a une politique de donner un grand intérêt à ces villes-là.
Dernièrement, durant les 2 dernières années, il y a eu la signature de conventions de plus de 4 milliards de dirhams pour la mise en valeur et la ravivification de 8 villes historiques. J'espère que je n'oublierai pas quelques-unes: Salé, Kness, Fès, Tétouan, Marrakech, Casablanca, Essaouira. Je ne sais pas. Casablanca, j'ai dit Casablanca. Non, pas celui-là, c'est les 8. Alors là, c'est un grand intérêt qui est donné à ces villes pour injecter l'investissement public à même de pouvoir attirer l'investissement privé. Et on voit déjà les résultats dans pas mal de villes comme Fès, Marrakech, Rabat qui commence, etc. Alors je vais essayer d'être assez court pour nos collègues ici espagnols qui ne connaissent pas ou qui connaissent moins que les Marocains la ville de Fès, ou la ville de Fès, qui est située au centre du nord marocain. C'est une ville étalée sur à peu près 300 hectares, dans un agglomérat de tissu urbain de presque 13 000 hectares. C'est 13 000 hectares de superficie de toute l'agglomération de Fès, avec 1 200 000 habitants, dont 90 000 habitent à l'intérieur de la Médina. La Médina est caractérisée par un tissu très vivant, avec 14 000 bâtiments à l'intérieur des murailles intramuros, dont 11 000 sont historiques. Nous avons parlé aussi de 90 000 habitants de population. Ça veut dire que c'est une ville assez vivante, c'est une densité, je dirais, et c'est la densité qu'il y avait au début du XXe siècle. Si on parlait des années 80, on a été à 160 000 habitants. C'était énorme pour la Médina de Fès. C'est pour cela que notre agence s'appelait Agence pour la dédensification et la réhabilitation. Aujourd'hui, on a éliminé ce mot-là pour dire Agence pour le développement et la réhabilitation de la Médina de Fès. Au niveau patrimonial, c'est une ville encore très riche avec ses atouts patrimoniaux concernant d'abord les maisons. J'ai essayé de traduire quand même en espagnol, comme ça on retient au moins les mots-clés et tout ça. Il y a 9500 maisons historiques, parmi les 14 000 bâtiments historiques. Sur ces 9500, il y a 740 palais et grandes demeures qui sont toujours là, qui sont plus ou moins entretenus et tout ça, mais pour lesquels, franchement, il faut des programmes très adaptés pour pouvoir les utiliser. Maintenant, il y a un encouragement de la part des opérateurs, que ce soit l'État, les autorités, les communes, les opérateurs touristiques, pour encourager le redéploiement de ces palais-là dans des activités culturelles et touristiques. C'est une ville encore vivante par ses pratiques, je dirais, culturelles, religieuses et culturelles. Nous voyons la mosquée Tarawih, qui a été bâtie par Fatima Al-Fihmiya, les médersas, on va en parler tout à l'heure, le musée de Moulay Idriss, les écoles coraniques dans lesquelles on enseigne l'alphabet pour la crèche, carrément la crèche pour les enfants, etc. Une ville encore vivante par ses infrastructures sanitaires. Il y a 40 hammams qui sont toujours là. Ce n'est pas des hammams pour lesquels on met des cordons qui ne sont pas à visiter, etc. C'est des hammams là où il y a le Kessal, il y a le Bamba, il y a le Skhon, le Barid, etc. Donc c'est tout un rituel qui est toujours exercé dans la Médina. Et aujourd'hui, nous sommes dans une campagne de restauration de ces hammams. Il y a 2 qui ont été restaurés, 2 qui sont en cours et une vingtaine qui sont dans un nouveau programme. Il y a 31, c'est-à-dire latrines ou bien le service sanitaire et toilettes, avec 70 km de réseau de distribution des eaux. Ils sont de 3 types. Le réseau d'eau potable qu'on buvait à l'époque, qui provient des sources, le réseau d'eau de rivière qui sert à tous les usages domestiques, sauf la boisson, c'est-à-dire arroser les jardins, irriguer, laver le blé, laver la laine, etc., sauf la boisson. Et puis le 3e réseau, une fois l'utilisé, elle est versée dans le réseau d'assainissement. Et tout cela, ça travaille avec un certain nombre de dispositifs très très compliqués. Vous savez que l'hydraulique, c'est parmi les sciences les plus anciennes avec l'homme, donc la modernité n'a pas
apporté grand chose par rapport aux sciences de l'électricité, de l'électronique, etc. Donc l'on maîtrisait la question hydraulique depuis très longtemps. C'est pour cela que FES reste, et je connais un petit peu, pas beaucoup sur Cordoue, mais sur Grenade, les attributs, etc. FES c'est toujours un grand laboratoire de leçons pour apprendre des choses sur l'hydraulique ancienne. Donc avec cela, il y a 70 fontaines historiques qui sont des fontaines publiques. Je vais y arriver. Sur les plans des activités, au niveau des activités, il y a 9600 commerces dans la Médina, 1200 ateliers d'artisanat fin non polluant, et puis 12 quartiers spécialisés avec 117 fondours. Ces fondours, c'est les caravansérails, c'est dans lesquels on essaie de réorganiser, de restructurer l'artisanat de Fès, mais l'artisanat qui n'est pas pollueur. Il y a aussi 3 grandes tanneries qui font du tannage écologique et à peu près plus de 30 000 artisans qui travaillent dans la Médina. Je devais revenir sur la question des équipements sanitaires. Ça, c'est les fontaines historiques qui sont dans la Médina. Mais est-ce qu'on peut éteindre ces deux... ¿Se puede apagar la luz? Non, c'est dehors de la salle. Oui, après, je vais demander. C'est les fontaines historiques qui sont des fontaines au service du public, au service des passants, au service des visiteurs. Mais vous n'avez pas oublié la fontaine des chiens. Parmi toutes les fontaines il y a la fontaine du chien. C'est une fontaine que quelqu'un a léguée pour les chiens qui sont passants et pour les chats aussi. Ça s'appelle la fontaine des chiens, mais ça aussi, où ça? Talagrina. C'est une ville aussi où il y a des grands paysages pittoresques, comme le grand jardin de Ginsville, qui est un jardin de 5 hectares à peu près. Et tout à l'heure, monsieur le professeur demandait sur les jardins de Fès et de Cordoue, etc. Il y a plein de choses à voir en commun. Et puis la place de Makina, où historiquement on organisait, enfin le sultan organisait la réception des ambassadeurs, des festivités officielles, etc. Là c'est un exemple d'aujourd'hui, c'est une réception par Sa Majesté pour un président d'État. Et puis la place Boujdoud, donc nous avons une certaine mixité d'espace entre le végétal, le minéral et l'hydraulique. Fès est aussi riche par des éléments qui sont de grande importance, bien que ce ne soient pas de grands monuments, mais des éléments de grande importance, à savoir par exemple les norias. Nous n'en avons pas beaucoup, il y en a sur le Sebou, sur la rivière en aval, mais dans la Médina, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a deux norias à Ginsville, le jardin qu'on a vu tout à l'heure, il y a une qui est toujours là en vestige, et puis une autre noria qu'on va reconstruire qui fait 30 mètres de diamètre. Apparemment, c'est la plus grande noria du monde arabo-musulman, plus grande que celle de Syrie, parce que les plus connues, c'est celle de Syrie. Celle-là, elle est dans un programme, on va la faire fonctionner. Aussi, il y a l'horloge hydraulique. L'horloge hydraulique, c'est une horloge qui remonte au XIVe siècle. Elle a cessé de fonctionner pendant très longtemps, peut-être des siècles auparavant, mais aujourd'hui, elle a été restaurée au niveau de son bâtiment. Et nous avons aujourd'hui un programme pour restituer le système et pour la remettre en fonction. Et ne serait-ce que cette horloge-là, si elle commence à fonctionner, ça va pouvoir attirer un grand nombre du Maroc et de l'étranger. D'autres lieux pittoresques comme les forts militaires, autant des Saadiens, le Borge Nord, qui est aujourd'hui un musée des armes. Tout à l'heure, je donnerai un petit mot sur le musée de Fès. Ou bien le Maristan de Sidi Fras, c'était l'hôpital psychiatrique du XIVe siècle. Et c'est là où on soignait les malades, notamment avec les méthodes de la musicothérapie. C'était très connu à l'époque, et puis les malades étaient traités de cette manière-là. La Médina de Fès est une ville encore vivante, avec ses artisans, avec ses coutumes, avec ses costumes traditionnels, avec son art culinaire, avec son artisanat. Donc notre projet, comment perpétuer cet art-là, comment en faire un levier de développement, aussi bien pour la population que pour les gens qui veulent investir en Médina. Bien sûr, tous les visiteurs marocains étrangers en bénéficieront. Le festival de musique sacrée que vous connaissez tous, à côté de beaucoup d'activités qui sont organisées et par les ONG et par la commune, que ce soit au niveau artistique, au niveau culturel, au niveau littéraire, etc. Ça, c'est le festival des musiques sacrées du monde.
Et là, on va rentrer pour voir un certain nombre de programmes qui ont été menés ou qui sont en cours de réalisation. Le premier programme, il concerne la réalisation de 4 fonds, 4 caravansérails historiques pour les transformer en lieux d'activité artisanale et lieux d'animation, avec la mise en valeur, la mise à niveau d'un quartier artisanal à l'extérieur de la Médina. C'est le quartier qui a reçu tous les artisans qui sont des pollueurs, qui sont passés du stade artisanat au stade industriel. Donc il n'y avait plus de raison de rester dans la Médina. Il y a un quartier à côté de la Médina qui rassemble tous ces pollueurs et qui essaie de traiter leur pollution de façon commune. Et la troisième composante de ce programme-là, c'est le grand espace qu'on appelle la place Lalaïtouna, qui était la première opération chirurgicale dans la Médina de Fès et qui a fait l'objet d'un grand concours international. Alors l'ensemble de ces investissements par rapport à ce programme-là, c'est 563 millions de dirhams qui a fait bénéficier à 6800 personnes. Ce programme, il est quasiment terminé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la valorisation de ces sites, c'est-à-dire donner ces sites-là pour en bénéficier aux artisans et aux utilisateurs. Là, par exemple, pour ce programme, les fondouk du XIVe siècle, Chmaïn et alors leur état, comment ils étaient, comment ils sont redevenus après la restauration. Le fondouk Chmaïn de l'intérieur, les activités qu'on mène à l'intérieur du fondouk pour attirer de la population, pour attirer de l'intérêt aux artisans qu'on a mis dans ces fondouks-là. Il faut avouer que ce n'était pas facile de faire vivre des lieux. Donc tu amènes des artisans, tu leur caresses le poil, etc. pour rester là et tout ça. Ce n'était pas facile, mais comme on dit, la mayonnaise est en train de prendre et les gens commencent à se convaincre de la qualité de travail dans la Médina et d'avoir un espace dans des fondouks comme ça. Alors là, c'est le grand espace Lalaïtouna, c'est un espace dans la Médina de Fès, dans la partie historique bien sûr, le cœur, et c'est un espace qui est traversé par la rivière. C'est pas Wad el-Kibir, c'est Wad el-Jawahir. C'est Wad el-Jawahir. Enfin, on a emprunté ce nom-là de la rivière qui rentrait à Fès pour la donner à cette rivière qui s'appelait il y a quelques années Wad Boukhra, c'est-à-dire la rivière de l'assainissement. Donc, comme il n'y a plus d'assainissement, on a emprunté le mot de la rivière de Fès qui s'appelle Wad el-Jawahir pour le donner à ce lieu-là. Donc là, comme vous voyez, tous ces bâtiments-là, c'est des bâtiments historiques qui ont été restaurés avec cette couleur. Ce sont des bâtiments historiques qui ont été restaurés à la lettre. Et puis les parties rouges, c'est des bâtiments anarchiques avec du béton, de l'acier, du n'importe quoi, qui ont été jugés sans aucune valeur et qu'il fallait démolir et reconstruire. C'est d'où l'opération chirurgicale dont je vous ai parlé et qui a fait l'objet d'un concours international pour lequel ont participé 48 pays avec 176 propositions d'architectes. Nous avons retenu en première phase 8 et par la suite 3 architectes dont le projet a été réalisé. La situation de ce projet avant l'intervention, nous voyons que les bâtiments là qui sont là, c'est des bâtiments anarchiques, sans aucune valeur. La rivière, c'était une rivière égout. Et puis le pont, il était très dévalorisé par rapport à toutes les activités qui se passaient autour. Alors là, certains bâtiments historiques qu'on avait jugés ayant une valeur, même s'ils étaient dans une situation très dégradée, là c'est Fondouk al-Hsour ou Dar al-Naqi. On va voir tout à l'heure comment ils sont redevenus après la restauration. Là, c'est les conditions de travail des artisans qui étaient des conditions inhumaines, il faut le dire, qui étaient des conditions intolérables d'insécurité, de risque d'explosion des gaz qui sont là, de manque d'aération, de manque de lumière. Et puis les enfants, aujourd'hui d'ailleurs, la loi a interdit aux enfants de moins de 14 ans de travailler. À cette époque, les enfants travaillaient même dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Avec le projet, c'est toujours l'occasion de remettre les choses à leur place et d'appliquer les lois qui sont dictées. Donc, on ne pouvait pas continuer à laisser les artisans travailler dans des conditions comme ça. Les artisans qui utilisent des machines et qui prennent des risques pour eux-mêmes, etc., ils ont été rassemblés dans un fondouk à côté de la Médina.
Mais ceux qui font du travail manuel, artisanal, ils sont réintégrés dans le projet et on va le voir. Là, c'est Dar al-Araqi, comment elle a été restaurée. Dar al-Nati, avant et après la restauration. Aujourd'hui, c'est un centre du patrimoine dans lequel vous trouverez toutes les informations concernant la Médina de Fès et concernant les projets qui sont en développement. Dans l'historique du projet, c'est ouvert pour la population, pour les visiteurs, pour les spécialistes, pour les touristes, etc. Dar Tazir aussi, qui était dans un état vraiment très délabré après restauration. Fondak Nkhla, qui a été un lieu menaçant en ruine. Aujourd'hui, il est spécialisé pour la babouche traditionnelle. Donc, dans toute la place de Douna, chaque bâtiment, on l'a affecté à un artisanat, une filière d'artisanat. Soit la babouche, soit le tissage traditionnel, la couture, etc. Là, c'est les paysages avant et après la restauration. Ça, c'est la rivière. Et là, ça a été couronné par la visite de Sa Majesté récemment, durant cette année, le 15 avril 2019, et par laquelle il a visité tous ces lieux-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mise en valeur par le fait de donner en exploitation ces lieux-là aux artisans qui le méritent, bien sûr, à travers des commissions, à travers des appels à candidature et tout cela. Et aujourd'hui, comme on le voit, Dalal Douna va être un grand lieu d'artisanat. C'est en cours d'être valorisé pour la babouche, la couture traditionnelle, le tapis, la poterie, la dinanderie, le tissage traditionnel, etc. Et déjà, vous voyez ici, c'est une consultation qu'on fait avec les bénéficiaires potentiels. Après, c'est des visites des lieux pour voir si ça leur convient ou pas. On passe même au tirage au sort quand il y a deux artisans sur le même local, et puis là, des artisans qui sont déjà dans leur locaux en train de travailler. Là, c'est un tisserand qui fait le brocart. C'est apparemment le seul au Maroc, pour ne pas dire au monde. On a réussi à l'avoir dans cette place parce qu'il travaillait dans presque une cave, un truc assombri, mal aéré, mal éclairé, tout ça. C'est avec beaucoup de peine qu'on a pu la ramener ici. Le ministère de l'Artisanat, les autorités locales, les élus, etc., tout ce monde-là était nécessaire pour convaincre ce monsieur pour venir s'installer à Lake Douna et pour être plus visible aux gens. Et d'ailleurs, il a accepté de faire apprendre à des apprentis, moyennant une bourse qui lui est attribuée par l'artisanat et l'UNESCO. C'est c'est lui qui est là avec son général ici. Et le métier à tisser, bien sûr, il a été refait à nouveau pour lui donner du matériel assez valable pour le travail. Mandala Douna pratiqué par les touristes et les visiteurs. L'autre programme, c'est un programme de restauration de 27 monuments historiques qui avait commencé en 2013, achevé en 2017. Il concernait 27 monuments pour un budget global de 360 millions de dirhams. Il y a 1657 bénéficiaires. Vous remarquez là que la restauration des monuments n'est pas simplement une restauration de murs, n'est pas une restauration de mémoire historique physique, mais c'est surtout comment y maintenir la vie des gens, des artisans et des commerçants et améliorer leur occupation dans ces lieux-là pour les encourager à rester dans la Médina. Un certain nombre d'exemples, on n'a pas le temps de tout voir, mais par exemple, les Médersa, c'est celui du XIVe siècle, avant la cour de restauration et après. Les ponts historiques du XIe siècle, le pont Khanashfilin, le Bourg Sidi Bounafa du XVIe siècle, le Fondak Sarah du XVIIIe siècle, les tanneries qui font travailler presque 1 millier d'artisans tanneurs. Et là, je vous assure que c'était un grand challenge pour pouvoir restaurer ce lieu-là, vu qu'il ne fallait pas arrêter les travaux de production du tannage traditionnel. Dar Zrak, il y a un joyau de l'architecture domestique du XVe siècle. Et là, c'est la valorisation par le fait d'attribuer, par exemple, les Médersa à leur fonction initiale, qui est le logement des étudiants. Nous savons que nous avons une grande université, mais maintenant elle est en réforme très profonde,
avec des ulama qui sont très ouverts avec les langues, avec la philosophie, avec beaucoup d'atouts. Ces ulama-là, comme étudiants, ils séjournent dans ces médias comme autrefois. Mais ce sont des gens du 21e siècle. Ils ont besoin du Wi-Fi, des douches, de tous les trucs d'aujourd'hui. Donc on adapte tout le bâtiment, bien qu'il y avait bien sûr des toilettes, il y avait tout, mais on adapte à l'usage d'aujourd'hui. Donc là, c'est leur chambre, comme dans le temps, c'est leur chambre d'étudiants dans lesquelles, et là, c'est les salles de cours. Ça, c'est la chambre, et ça, c'est les salles de cours de ces étudiants-là. On n'est pas très... Il y a par exemple la maison de l'astronome, par exemple la maison de l'astronome qui servait pour le mourkit de séjourner, pour calculer le temps de la prière, le temps du ramadan, du hilal et tout ça. Donc là, c'est redevenu un lieu où habite l'astronome. Il habite à l'étage et au rez-de-chaussée, il reçoit les étudiants, il leur explique, il a un petit musée que vous voyez, donc c'est redevenu pratiquement à la fonction qu'il y avait. Tout ce programme, bien sûr, a été couronné le 23 mai 2017 par la visite de Sa Majesté avec la directrice générale de l'UNESCO. Un troisième programme qui n'est pas moins important que les autres, là ça concerne les vies humaines. On avait recensé en 2012 3666 bâtiments menacés en ruine, dont la moitié sont du premier degré. Qui dit le premier degré, ça veut dire qu'il faut intervenir d'urgence. Alors ce programme, il a été complètement terminé pour un budget de 330 millions de dirhams. Et il y a 6 000 ménages qui en ont bénéficié. Quelques images de ces opérations avant et après. Le quatrième programme, c'est un programme qui vise à fructifier tout ce qui a été fait auparavant, à le rendre plus rentable. C'est-à-dire, si on a restauré des monuments, pour pouvoir visiter ces monuments, il va falloir pouvoir rentrer en Médina. D'où les parkings, le paysage urbain, le pavage, et même un dispositif pour expliquer aux visiteurs, aux touristes, les atouts de ces monuments-là. Donc il est question d'aménager 8 parkings, de refaire le pavage des axes principaux de la Médina, d'améliorer les paysages urbains et de mettre en place un dispositif d'information. C'est un programme pour 400 millions de dirhams. Là, c'est les parkings aujourd'hui dans un état délabré. Mais déjà, les travaux ont commencé dans certains. Vous voyez comme les parkings, ce n'est pas seulement des zones à carcasse de voitures, mais c'est surtout des lieux de paysage urbain qui intègrent la Médina et qui font partie de l'aménagement de l'ensemble. Donc, beaucoup de verdure, pas trop de densité de voitures, etc., pour pouvoir avoir des lieux qui s'adaptent et qui vont avec le paysage urbain de la Médina. Il s'agit de 8 parkings avec 3000 places. Là, c'est le pavage qui était effectué avec certains paysages urbains. Et le pavage est en train d'être refait aujourd'hui. Avec bien sûr des travaux sur, par exemple, des couvertures en roseau, avec des atoles, avec du n'importe quoi, qui a été refaite avec du mamoni, du bois. Et là, il s'agit de l'adressage. On a repris tout l'adressage de la Médina de Fès avec 3 langues, de l'arabe, le tifina, l'amazigh,